Pierre, le mari de Catherine II, la grande Paganista, qui régnait là-bas, sur la Babylone mère de tous les vices. Il faudrait au plus tôt en exterminer l'engeance. Ayant percé à jour l'inconsistance de Pougatchev et l'illusoire de son entreprise, il s'en était rapidement séparé. Et maintenant, sa quête allait aboutir. Il ne sentait plus le froid, la torpeur l'envahissait, la faim approchait. Il baignerait bientôt dans la présence. Il entendit le hurlement proche des loups. À bout de force, il s'affaissa dans la neige et se mit à prier. L'ombre de la mort est la vie humaine. Donc, si quelqu'un est avec Dieu, il peut dire clairement « Quand je marcherai dans l'ombre de la mort, je ne craindrai pas le mal, car tu es avec moi. » Il perdit conscience, sans entendre au loin, le galop d'un cheval. Chapitre 1. Disjecta membra. Il faut être au moins droit quand on veut entrer dans cette carrière-ci. Vergennes. Versailles, mai 1782. Après 2 grossesses et la naissance d'un dauphin, le visage de la reine s'était arrondi, revêtant avec l'accentuation des traits un air souverain qui contrastait avec l'expression mutine d'antan. Cette espèce de sérénité pleine d'elle-même rappelait à Nicolas celle de Marie-Thérèse, disparue 1 an auparavant. L'air noble, l'admirable buste, le port majestueux et la démarche auguste, tel enfin que Junon l'avait, dit-on jadis. Quelle que fût la splendeur de ses atours, ceux-ci tendaient à se simplifier par rapport aux fantaisies de naguère, même si leur originalité continuait à agiter les femmes de qualité et à inspirer l'imagination des modistes de la ville. Elle agitait avec nonchalance un éventail de soie devant son visage, cherchant sans doute à dissimuler les traces d'un érysipèle qui l'avait longtemps tourmenté. Les nuages amoncelés entre la souveraine et le cavalier de Compiègne s'étaient peu à peu dissipés. La reine avait été sensible à la discrétion d'une fidélité qui aurait préféré périr plutôt que de s'abandonner à un mot d'amertume. Imperméable aux persiflages et provocations, Nicolas était demeuré le serviteur sans état d'âme de la couronne. Elle s'enquit des nouvelles de Louis en garnison à Saumur. Échaudé par les revirements d'humeur du passé, Nicolas répondit en sobriété, courtisan rompu aux chausse-trapes de la cour. Elle considéra l'assemblée convoquée afin de préparer la visite que le tsarévitch, héritier de l'Empire russe, devait effectuer en France. Souvent transparente dans ses sentiments, qu'elle ne savait pas toujours dissimuler, la reine semblait détester l'idée du séjour du comte et de la comtesse du Nord. La nature même de l'incognito voulu, mais artificiel, ajoutait au piège qu'un tel événement recelait. Son caractère incongru revêtirait par la force des choses un aspect d'obligation d'autant plus pesant que l'étiquette devait être adaptée aux circonstances. Nicolas parcourait du regard le cabinet de la Méridienne, dont les travaux d'aménagement venaient de s'achever. Il admirait la perfection des détails. La reine l'observait. « À quoi rêvez-vous, monsieur le marquis ?»« Je demande pardon à votre majesté. Je demeure sans voix devant l'ornement sculpté des lambris, prolongé sur les panneaux vitrés des portes par des branches de rose d'une exquise élégance. Voilà un muet d'Isère et un amateur éloquent, s'écria-t-elle avec un rien d'ironie, travers dont elle avait du mal à se déprendre. À l'occasion, je ne manquerai pas de vous demander conseil. Prostré de dévotion, M. de Secqueville, introducteur des ambassadeurs, tendit des papiers à Marie-Antoinette. Elle les examina en silence. Il apparaissait incongru à Nicolas, qui pourtant dans ce domaine en avait vu d'autres, que cette réunion se tint chez la reine et qu'il lui revint de décider des égards et des manifestations qui seraient prodiguées et organisées pour les Russes. Cela édifiait et donnait quelque idée de l'influence accrue de celle qui venait de donner un dauphin à la France. D'autant que M. de Maurepas disparu, le roi n'avait pas changé sa vie et ses habitudes. La cour s'était mise en ébullition, conjecturant sur le choix d'un successeur au mentor. Il n'en fut rien, et le roi gouverna par lui-même, sans qu'on pût pénétrer s'il consultait quelqu'un.
Restait que la reine demeurait influente pour les grâces de cour et les emplois depuis le ministère jusqu'à la place. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.